Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité physique-chimie. Donc dans le thème numéro 2, on se retrouve ici, donc mouvement interaction, afin donc d'aborder un exercice très classique sur l'étude du mouvement d'un champ pesanteur uniforme. Et donc là, c'est un exercice pour vous dire attention aux conditions initiales. Ok, donc j'en dis pas plus. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de réaliser et ensuite on va corriger cet exercice. Surtout donc correction de cet exo. Alors cet exercice en fait, il peut paraître difficile, mais en fait c'est un exercice très classique qu'on retrouve dans beaucoup de sujets contrôle, d'interrogation, et éventuellement dans certains sujets bac. Et d'ailleurs, au bac, attendez-vous à avoir beaucoup plus dur que ce type d'exercice, ok? Là, vraiment, c'est du classique. Donc, ce type d'exo, vous devez savoir faire en très peu de temps, ok? Donc là, le temps que je vais mettre dans cette vidéo pour faire cet exo, bon, vous le multipliez par 2 tiers à peu près, et c'est le temps que vous devez passer, vous, sur votre copie pour savoir le refaire, ok? Dans la vraie vie. Parce que bon, moi, je mets l'explication, je prends le temps de bien écrire, mais vous, bien évidemment, vous prenez pas tout ce temps. Okay. Alors, du coup, rapidement, on va lire la première question. Donc, on demande de schématiser la situation. Et pour schématiser la situation, ça va être mieux de lire le nuancé quand même. Alors, du coup, on dit qu'à l'instant t égale 0, donc un tennisman, donc je vais pas te dire son nom, mais frappe une balle de tennis à une hauteur h de 2,43 mètres. Ok. Elle donne à cette balle donc une vitesse v0 initiale orientée vers le bas et qui fait un angle alpha égal à 6,0 degrés avec l'horizontale. Le mouvement du centre de masse, donc B, de la balle de tennis, est étudié dans la référentiel terrestre supposé galiléen, auquel on a associé le repère OIJ. Okay. Dans l'étude qui suit, donc on suppose que la balle a été frappée sans effet et que toutes les actions dues à l'air sont négligeables. Donc, la question schématiser la situation. Alors, du coup, c'est parti. Donc là, vous prenez une petite règle, hein. Pareil, bon, on va pas faire le schéma très précis, mais c'est juste pour montrer un peu comment que ça marche. Donc, du coup, là, vous reprenez bien tout ce qui se passe dans l'énoncé. Donc, déjà, on est dans un repère, ok? Donc, tout bêtement, c'est la première chose que je vais faire, qui est bête, mais c'est tracer le repère, ok? Donc là, on a l'axe, donc là, c'est, je dirais Y quand on est en maths, mais sinon, on peut dire l'axe H, c'est la même chose. Voilà, Y ou H. Voilà, ça c'est vous qui devez décider. Et après, donc, par contre, ici, on a l'axe X. Ok, donc en abscisse. X. Et là, j'ai l'origine de mon repère. Et on dit quoi dans l'énoncé? On dit donc qu'à l'instant t égale 0, la balle est frappée donc ici à une vitesse, pas une hauteur, donc de 2,83 mètres. Donc là, au niveau de la hauteur H, vous voyez, on est autour de 2,83. Donc on est là en fait. Et après, donc, on le frappe. Et donc, on a une vitesse v0 orientée vers le bas. Donc comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est V0. Et donc, bon, là, j'ai pas bien représenté, mais c'est juste pour schématiser. Donc, on fait un angle alpha de 6 degrés avec l'horizontale. Ok. Donc là, comme ceci, je vais représenter mon angle alpha. Voilà. Donc là, j'ai mon angle alpha, il fait ça. Et c'est 6 degrés, d'après l'énoncé. Ok. V0, donc on ne donne pas la valeur de cette vitesse-là. Et donc, la hauteur, comme je l'ai dit, H, elle n'est pas égale à 0. Ça, c'est H et ça vaut 2,43 mètres. Ok. Voilà. Et donc là, ici, bon, pour la hauteur, on a 2,4 mètres. Pour l'abscisse, donc on part de 0. Ok. Bon, donc on a ça, on a schématisé l'essentiel de la situation. Deuxième question. Établir donc l'expression du vecteur accélération du centre de masse B de cette balle. Alors ça, encore une fois, c'est du classique. Donc là, on vous a dit deux choses. On vous a dit que tout simplement, dans l'étude qui suit, on suppose tout simplement que la balle est frappée sans effet et que toutes les réactions dues à l'air sont négligeables. Donc dans votre tête, il faut que vous ayez faire le bilan des forces classiques de quand vous lancez la balle. Quand vous lancez la balle, il peut y avoir plusieurs effets. Tout d'abord, il peut y avoir tout simplement les frottements qui vont ralentir le mouvement de la balle. Ok. Il peut aussi avoir donc un effet aérodynamique et il peut aussi avoir le poids qui va intervenir. Ok. Bravo. Donc c'est à peu près les trois forces qui seraient présentes ici. Bon là pareil, le bilan des forces je fais oralement. Vous, ce que je fais oralement là, vous le faites sur le papier sans brouillon. Ok. Parce que c'est pas précisé de le faire, mais vous pouvez au moins faire ça sans bruit. Bon, ça, je sais faire ça. Une fois que j'ai mon bilan des forces de ma tête, et je regarde l'énoncé. Ils me disent que la balle est frappée sans effet et que toutes les actions dues à l'air sont négligées. Ok, donc c'est-à-dire frottement et autres actions qui sont dues à l'air, l'effet dynamique, tout ça, ça c'est négligé. Et donc, c'est-à-dire que seulement le poids est compté. Ok, donc le poids est compté et donc là, je vais pouvoir écrire. Et ainsi, donc, je vais pouvoir appliquer la seconde loi de Newton. Ok, donc, on va dire. Par définition, d'après
la deuxième loi Newton, ou PPFD. Ok, principe fondamental de la dynamique. Je sais que somme des forces extérieures, c'est masse fois accélération. Ok, c'est la masse du système fois l'accélération du système. Or, ici, le système, donc la balle, donc le système qui est la balle, et ben dans ce cas-là, n'est soumis qu'à son poids. Comme il est soumis qu'à son poids, ça signifie quoi? Bah, ça signifie que la somme des forces extérieures, c'est égal tout simplement au poids. Ce qui veut dire que somme des forces extérieures d'après la seconde loi de Newton, c'est masse fois accélération. Et le poids, par définition, ça vous devez l'avoir en tête maintenant en terminale, c'est la masse du système fois l'intensité pesanteur. Donc on a la chose suivante, accélération égale intensité pesanteur. Maintenant, bah, comme dans le cours, je vais projeter mes vecteurs sur un axe. Okay, et donc là, on va le projeter sur l'axe vertical. Voilà. Donc là, bon, si vous voulez, vous pouvez compléter le schéma au fur et à mesure de la vidéo. Et donc sur un axe vertical, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, vous savez que le repère, l'axe Y en particulier, il est orienté verticalement vers le haut. Le poids, bah, par définition, il est vertical vers le bas. Comme le poids, c'est masse fois une intensité pesanteur et qu'une masse est strictement positive, donc l'intensité pesanteur va être collinéaire au poids et de même sens. Ce qui veut dire que le poids va être orienté verticalement vers le... Enfin, l'intensité pesanteur, comme le poids, va être orienté verticalement vers le bas. Ainsi, GG qui va être de cette allure-là. Ainsi, donc, selon l'axe X, l'accélération est nulle. Selon l'axe Y, l'accélération vaut moins G, parce que tout simplement, l'axe y monte et vous descendez, hein, le vecteur G descend. Et selon l'axe Z, et bah du coup, là on fait pas d'étude, ok. Donc on obtient la chose suivante, en projetant sur l'axe vertical ascendant, on obtient que les coordonnées du vecteur accélération, selon l'axe X, et bah ça vaut la chose suivante 0, et selon l'axe Y, c'est moins G. Ok, bravo. Donc voilà ce qu'il fallait déduire, ok. Bon, une fois donc on a l'accélération, bon je pense que vous connaissez la suite, ça va déterminer la position, la vitesse et éventuellement la position. Donc c'est exactement ce qu'on me demande. C'est montrer que les équations réelles du mouvement du centre de masse B sont les suivantes. X égale V0 cos alpha t et Y égale moins 1 demi gt carré moins V0 sinus alpha t plus H. Donc on y va. Donc question 3, on y va. Donc là on va retrouver la position à partir de l'accélération. Bon, on peut le faire en soi, mais c'est-à-dire qu'il faudrait double primitiver ou doublement intégrer, et donc pour doublement intégrer de façon directe, on ne sait pas faire. Par contre, en revanche, ce qu'on sait faire, on ne sait pas intégrer de façon directe 2 fois, mais on s'est intégré une fois déjà. Donc, du coup, si j'intègre une fois les coordonnées de mon accélération, eh ben, je vais obtenir ma vitesse. Pour une simple et bonne raison, c'est que par définition, l'accélération est définie comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, du coup, si je veux retrouver la vitesse, je vais devoir primitiver les coordonnées d'accélération. Donc, on y va. Par définition, accélération, c'est dériver la vitesse par rapport au temps. Là, pareil, ces définitions-là, il faut les avoir en tête. Si vous ne les avez pas en tête, il faut revoir le premier chapitre de mécanique. Ok, pour les avoir en tête. Donc, par définition, l'accélération est égale à dériver la vitesse par rapport au temps. Donc, du coup, il vient que les coordonnées du vecteur vitesse sont de la manière suivante. Base de ce qu'il y a là, pour Vx, c'est égal à une constante. C'est 1. Et pour Vy, ben, c'est égal à moins G fois T plus une constante 2. Pour déterminer ces constantes, et cela va faire très vigilant, et ben on va tout simplement faire un peu de trigonométrie et se placer à l'instant t égale 0. Donc à t égale 0, on a la chose suivante. Donc Vx c'est tout simplement égal à une constante. Okay, pour déterminer cette constante, on va faire la trigonométrie les amis. Alors là on va faire gaffe, parce que bien évidemment, on n'est pas dans une situation classique. Pour ceux qui ont bien observé le schéma que j'ai fait tout à l'heure, on n'est vraiment pas dans une situation classique. Donc on va pas se faire avoir, on va prendre le temps d'analyser. Donc là V0, et là bien évidemment j'ai mon angle à la fin. Donc là je ne regarde que pour la vitesse, ok. Si j'ai la vitesse Bx, ok, comment je vais faire? Bon, bah l'angle alpha que vous avez là, c'est le même que l'angle alpha que vous avez ici, ok. Et donc Vx c'est égal à cette longueur là. C'est aussi égal à cette longueur là si je projette sur l'axe OX, ok. Donc ça c'est Vx, ok, que je vais vous repérer tout de suite en rouge. Donc la longueur que j'ai là, c'est la même que la longueur que j'ai ici.
Donc ça, j'appelle ça Vx. Voilà. Bon, pour avoir Vx, et ben qu'est-ce que je fais? Donc j'ai le cosinus, enfin là j'ai alpha, j'ai l'angle, j'ai le côté donc adjacent à l'angle, et j'ai l'hypoténuse qui vaut V0. Donc du coup, bah c'est parfait. On va faire la trigonométrie. Donc on va dire qu'on a cosinus de l'angle alpha, qui est égal donc côté adjacent. Donc ici, côté adjacent, c'est Vx, divisé par V0. Ok. Une fois que j'ai écrit ça, bah en fait, je l'écris plus dur. Parce qu'après, pour avoir Vx, c'est très simple, je vais multiplier. Ok. Donc, Vx, je vais dire quoi? C'est la chose suivante. Donc, je vais dire que Vx, c'est tout simplement égal à V0 cosinus alpha. Ok. Alors, je regarde bien. Aussi, parfois, on peut vous faire des coups. Ok. Donc là, je regarde bien si je n'ai pas écrit bêtise ici. Donc, je regarde une manière simple de voir si je n'ai pas écrit bêtise. Bah, c'est très simple, c'est de voir en abscisse si j'avance ou si je recule par rapport au repère. Là, je vois que Vx, il va vers la droite. Mon repère va vers l'axe, il va vers la droite. Donc, du coup, j'ai un signe plus, donc c'est nickel. J'ai bien écrit ces coordonnées. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour la coordonnée Y. Okay. Donc là, ce coup-ci, on va exprimer la vitesse verticale. Okay. Donc la vitesse verticale, c'est tout simplement Vy. Okay. Et c'est là, ceux qui apprennent par cœur leur cours, faut faire gaffe. Parce que là, si vous apprenez par cœur, vous allez tout de suite tomber dans le panneau. En fait, Vy, on a toujours eu l'habitude que tu as donné un truc comme ça, ok, qui monte. Et donc, quand on parle de l'origine, là, on parle pas de l'origine. L'origine, on va dire qu'il est là. Et donc, Vy, c'est toute la longueur que vous avez de là à là. Ah, et c'est là une douille. Faites gaffe. Quand vous avez déterminé Vy, en fait, là, faut bien faire gaffe. Quand vous déterminez Vy, là, en fait, Vy, l'axe, il monte. Vy, vu que le vecteur V0, il descend sur l'axe Y, ce cas, Vy, il est négatif. Ok, donc là, faites super gaffe de ne pas tomber dans le piège, parce que si vous tombez dans le piège, vous aurez faux sur l'équation horaire qui va suivre. Ok, donc du coup, on y va. Il n'empêche pas qu'on peut toujours écrire on peut donc écrire la relation trigonométrique qui lie Vy et V0. Donc là, du coup, j'ai l'angle alpha qui est là, j'ai son côté opposé et j'ai l'hypoténuse. Donc du coup, là, c'est sinus que je vais écrire. Donc je vais écrire que sinus alpha. Et là, vous faites super gaffe. Vous dites c'est côté adjacent. Le côté adjacent, c'est moins Vy. Ok, c'est pas Vy tout seul. Ici, comme on a dit, le repère, il monte et Vy, il diminue. Parce que là, V0, il est orienté vers le bas. De ce cas, je vais dire que moins Vy divisé par V0 est égal à sinus alpha. Ensuite, si je veux Vy, ok, et plus précisément moins Vy, je dirais moins Vy, c'est égal au produit des deux. Donc V0 sinus alpha. Voilà. Et comme on a t égale 0, dans ce cas-là, le produit de moins g fois t il vaut 0. Et donc on sera égal à la constante 2. Et comme on est à t égale 0, du coup on sera forcément pour la vitesse, donc sur l'axe x, ce sera égal à la constante 1, à t égale 0. Donc on déduit que la constante 1, c'est Vx qui est égal. Donc on va pouvoir déduire une deuxième chose. Comme je dis à t égale 0, le produit moins g fois t vaut 0. Dans ce cas-là, à t égale 0, la vitesse Vy, elle est égale à ma constante 2. Donc j'en déduis que ma constante 2, c'est moins Vy qui est égal à V0 sinus alpha. Ok. Donc on déduit que les coordonnées du vecteur vitesse V, c'est Vx égale V0 cos alpha. Et Vy, et du coup c'est moins gt, moins, attention, donc ici, moins V0 sinus alpha. Ok. Parce qu'en fait le moins qui est là, je peux multiplier par moins 1 toute expression. Je tiens donc Vy qui est égal à moins V0 sinus alpha. Ok. Voilà, c'est tout à fait équivalent, ces deux expressions. Bon, ensuite, par définition, troisième chose que vous savez. Donc ça, en fait, c'est les mêmes définitions que je répète là depuis déjà le tout premier chapitre de méca. C'est par définition, la vitesse, c'est défini par la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, conclusion, les coordonnées du vecteur position, elles sont obtenues en primitivisant les coordonnées du vecteur accélération. Ok. Donc du coup, c'est-à-dire que la position x de mon système, c'est V0 cos alpha fois t.
La position Y de mon système, c'est moins 1/2 gt carré moins V0 sinus alpha fois t plus une constante 2. Ok, alors même on va noter ça constante 4 et là constante 3. Ok, parce que du coup on a des constantes à chaque fois. Ces constantes pour les retrouver, donc on va se passer à instant t égale 0. Et là encore une fois, faites gaffe s'il vous plaît. Ça c'est le style d'exercice, non, vous devez même pas tomber dans le panneau. Parce que en fait c'est que de la lecture nuancée. Là, pour retrouver la valeur des constantes, c'est très simple. On va se passer à t égale 0. Or, à t égale 0, bah x égale constante 3. Et y, c'est égal constante 4. Ok. Là, tous les termes avec le t, et bah, vu que c'est que des produits, ça s'annule à chaque fois. V0 fois cosinus alpha fois t, bah ça fera 0. Moins 1/2 gt carré, ça fera 0. Moins V0 sinus alpha t, ça fera 0. Donc, on tiendra à chaque fois que les positions x et y de mon système, c'est égal à des constantes. Pour retrouver ces constantes, donc je me place à t égale 0. On me dit quoi à t égale 0? On me dit que la balle est lancée avec une hauteur h de 2,80 mètres. Donc du coup, c'est-à-dire que j'en déduis que la constante 4, elle vaut 2,80 mètres. Okay. Tandis que la constante 3, donc qui correspond à la coordonnée en abscisse, et ben en abscisse, on me dit rien. On est lancé donc depuis l'origine, ok, selon l'axe des abscisses et selon l'axe des ordonnées, on est lancé donc à une altitude de 2,80 mètres. Donc 2,80 mètres qui correspond en fait à la hauteur h, tout simplement. Voilà. Donc on a déduit la chose suivante. On déduit que les coordonnées du vecteur OM, bah, selon l'abscisse, ça donnera V0 cos alpha fois t, et selon l'axe Y, ça fait moins 1/2 gt carré plus moins, attention, V0 sinus alpha fois t plus la hauteur, plus h. Alors du coup, est-ce que ça bien d'accord à ce qu'on me donnait? Bah oui, c'est exactement d'accord. Ok, donc vous voyez, faites bien gaffe, encore une fois, je répète, au condition initiale. Ça, c'est ultra important. Très souvent, dans les exos type bac sur ce sujet-là, on trouve très facilement sur Internet. Si vous voulez en faire plein, vraiment, bah, vous pouvez. Hein, vous allez en trouver beaucoup. D'ailleurs, je vous recommande un site aussi qui est très bien pour les exos type bac. Il y a Vector Bac, que je vous avais déjà parlé, Moulabolycée, mais il y a aussi Benjamin Connaissance. Il y a un très bon site d'exercice bilan, type bac, spécialité physique-chimie, ou pour vous préparer aussi des interrogations. Et donc, parmi ça, donc, il y a des exos sur ce thème-là, et vous allez voir que très souvent dans les exos sur ce thème-là, et ben en fait, si on veut faire des feintes, et ben c'est pas tant sur le contenu de l'exercice que ça dure, c'est juste parce qu'il y a des constantes en plus à ajouter, ok? Parce que c'est pas habituel, entre guillemets. En fait, le cas que je vais présenter dans le cours, c'est un cas général, ok? Je vais pas prendre un cas particulier, je vais pris vraiment le cas général. Mais après, bah, ça vous de l'adapter, encore une fois, selon la situation où vous êtes, ok? Donc, s'il y a des constantes à ajouter en plus, bah, vous ajoutez vos constantes en plus, en prenant toujours en compte les conditions initiales. Okay. Donc ça, je répète bien, comme ça, au moins, ça reste dans votre tête. Donc, question 4, montrer que tout simplement, l'équation de la trajectoire au point B, bah, s'écrit donc moins g divisé par 2 fois v0 cos alpha au carré fois x carré plus moins tangente de a fois x plus h. Donc, on y va. Moi, ce que je vous conseille, vous partez de l'équation la plus simple. Donc, je vais écrire les deux équations, comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, x, c'est v0 cos alpha fois t, et y, jamais à côté, mais on va en avoir besoin très prochainement, c'est moins 1/2 gt carré plus, enfin moins v0 sinus alpha fois t plus h. Ok. Bon, comment je fais pour me débrouiller à trouver une équation de trajectoire? Tout d'abord, vous partez de l'équation horaire la plus simple, donc la première en général. Comme ça, on ne se casse pas la tête. Et donc, je vais isoler t dans cette première équation. Donc, on y va. X, c'est v0 cos alpha t. Donc, si je veux t, je prends la valeur de x, que je divise par v0 cos alpha. Ok. Let's go. Donc, ça, on a isolé. Ok. Donc, à chaque fois que je verrai t, désormais, je remplace par v0 cos alpha. Ok. Enfin, v0. Enfin, par. Donc, à chaque fois que je verrai t, je remplace par x divisé par v0 cos alpha. Ok. L'étape qui suit, bah, c'est tout simplement partir de cette équation. Ok. Donc, ça aussi plus dur. Y, c'est moins 1/2 gt carré moins v0 sin alpha fois t plus h. Là, précision. J'aime bien faire cette petite remarque. Le t qui est là, c'est le même qui était ici.
Ok. Le T là qui est là, c'est le même que j'ai surligné 2 fois. Donc du coup, à chaque fois je remplace par T. Enfin, à chaque fois j'aurai T, bah je remplace par la valeur que j'ai trouvée. Donc ça fait moins 1/2 fois G fois T au carré. Donc c'est-à-dire fois X divisé par V0 cos alpha de tout au carré. Moins V0 sinus alpha fois T. Donc c'est-à-dire fois, bah tout simplement X divisé par V0 cos alpha. Plus H. Là pareil, le H il saute pas. Hein. Ok, faites gaffe. Il peut y avoir des erreurs bêta dessus. Donc faites gaffe à pas faire sauter le H pour rien. Ah, apparemment il y a des choses qui sautent et apparemment il y a des choses qui sautent pas. Faut comprendre pourquoi ça saute. Dans ce cas-là, ça saute pas parce qu'il n'y a pas de raison que ça saute en fait. Ok, sinon c'est pas égal. Bon, du coup on a moins 1/2 fois G. Là pareil, le carré je vais développer, je vais mettre au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait moins 1/2 G fois X carré divisé par V0 cos alpha au carré. Faites gaffe là, le carré qui englobe toute la fraction, il va au numérateur et au dénominateur. Et le carré qui va au dénominateur, il englobe bien tout le V0 cos alpha. Comme ceci. Moins, donc là, regardez. Je multiplie par V0, je divise par V0. Déjà, ça simplifie. Après, j'ai sinus sur cosinus. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans le cours. Ok, revenez dans le cours pour vous rappeler. Mais sinus sur cosinus, peut-être j'aurai le temps d'en parler en maths. Ce sera un des chapitres qu'on va traiter juste après le bac. Ça fait tangente. Donc, ça fait tangente alpha fois X plus la hauteur H. Alors, on y est presque, hein. On n'est pas tout à fait de la forme que l'on veut, mais on va bricoler un petit peu. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça fait moins. Alors, du coup, ça nous fait moins quoi? Bah, moins G divisé par 2 fois V0 cos alpha au carré. Et ceci, je multiplie par X carré. Moins tangente alpha fois X plus H. Et là, je suis bien de la forme attendue. Ok, va y dire. Question 5, bah, let's go, très classique encore une fois. On vous demande est-ce que la balle passera-t-elle au-dessus du filet. Alors ça, je vous ferai un petit schéma parce que il y en a qui comprennent rapidement la question, c'est super. Il y en a pour qui c'est un peu compliqué et je peux comprendre. Hein. La première fois qu'on fait ce type d'exercice, c'est un peu compliqué. Donc let's go, je vous fais un petit schéma. Donc, regardez. Alors on vous donne un certain nombre de données ici dans l'énoncé qu'il faudra surtout pas négliger. Donc la distance de la ligne de fond jusqu'au filet, on dit c'est 11,90 mètres. La hauteur du filet, donc c'est 0,92 mètres. Et la valeur de la vitesse initiale, V0, elle vous est donnée, c'est 47,0 mètres par seconde. Ok. Donc du coup, la distance entre le fond, la ligne de fond et le filet, et bah ça, en fait, c'est mon abscisse. Ok. C'est l'abscisse X selon laquelle je me déplace. Donc ça, c'est grand L, qui est égal à 11,90 mètres. Ensuite, donc on vous dit quoi? On vous dit que la hauteur du filet, c'est 0,92 mètres. Donc la hauteur, c'est ça. C'est l'ordonnée. Donc ça, c'est, je vais noter ça, grand H. Grand H, c'est 0,92 mètres. Et la question, c'est de savoir, bah, quand, est-ce que la balle passe bien au-dessus du filet? Et bah, la balle passe au-dessus du filet, tout simplement. Pour savoir si la balle passe bien au filet, et bah, je vais me placer à la distance, donc de 11,90 mètres. Et une fois que je me suis placé à cette distance, bah, je vais regarder la hauteur à laquelle je suis situé. Si cette hauteur elle est supérieure à grand H, c'est super. La balle passe bien au-dessus du filet. Voilà. Je vais donner genre une trajectoire comme ça. Je vais mettre en vert. Voilà. Si en revanche, j'ai une hauteur inférieure à grand H, bah, il n'y a pas besoin de faire des maths pour comprendre, ou de la physique pour comprendre, mais la balle ne passera pas au-dessus du filet. C'est ce que j'ai représenté en rouge. Et donc, elle retombera même au sol. Comme ça. Donc, dans le cas où vous avez une hauteur plus grande que grand H, la balle passe au-dessus du filet. Bon, alors on y va. Donc bah là, en fait, c'est juste une application numérique concrètement de la formule. Donc, on va dire qu'on cherche Y, la hauteur. Alors pareil, vous pouvez chercher X. Là, le plus pertinent, en fait, c'est chercher la hauteur directement quand on est placé à 11,90 mètres. Parce que l'inverse, c'est un peu compliqué à faire. De toute manière, la façon dont on a établi l'équation. Donc, on cherche Y, la hauteur atteinte par la balle quand, tout simplement, X égale grand N. Ok. C'est-à-dire quand X égale 11,90 mètres. Ok, là pareil, faites gaffe, on va tout mettre dans les bonnes unités directes, comme ça il n'y a pas de problème. Donc on va mettre ce que nous avons.
Donc on a G, ça vous est donné, et vous devez connaître d'ailleurs, c'est 9,81 mètres par seconde. V0, j'ai dit c'est 47,0 mètres par seconde. Ça c'est nickel, c'est la bonne unité. D'ailleurs c'est mètres par seconde au carré, attention G. Après on a quoi? Donc on a alpha, on a dit c'est 6 degrés. Après on a quoi? Donc on a X, c'est nickel, et on a grand H. Donc on a petit h, pardon. Donc la hauteur de départ. Donc petit h ici c'est 2,80 mètres. Ok, j'ai toutes les données. Bah maintenant je vous laisse faire l'application numérique et normalement vous devez voir ce que vous obtenez. Donc du coup on rappelle ce que nous avons obtenu. Donc or YC moins G divisé par B. Donc ici on a dit quoi? 2 fois B0 cos alpha au carré fois X carré. Donc moins tout simplement tangente alpha fois, on nous a dit X plus petit h. Donc on y va en place, donc ça fait moins G. Donc moins 9,81 divisé par 2 fois V0, donc 2 fois 47,0 fois cosinus alpha, donc ici cosinus de 6 degrés. Là pareil, le tout au carré. Pareil, vous vérifiez vos calculatrices et réglées en degrés, sinon vous allez obtenir quelque chose de pas cohérent du tout. Donc là, vérifiez bien que la calculatrice est en degrés. Grand X, on a dit qu'il valait, enfin petit X, on a dit qu'il valait L, donc 11,90. Je l'élève au carré, moins tangente alpha, donc tangente alpha, c'est tangente de 6, fois X, donc 11,90, plus petit h. Petit h, j'ai dit c'est 2,80. J'effectue le calcul, et normalement, bah, si j'effectue bien mon calcul, je vais avoir un résultat avec 3 chiffres significatifs, et donc je tiens 1,23 mètres. Ok? Donc 1,23 mètres qui est bien plus grand que grand h. Donc par conséquent, la balle passe au-dessus du filet. Voilà. Une fois que j'ai conclu comme ça, et bah c'est bon, je peux être content parce que l'exercice est officiellement terminé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et bon, c'est à toi en mathématiques.